Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tous les fondateurs de start-up ont en tête quand ils se lancent en affaires. Ça, c'est le meilleur conseil que tu peux donner à quelqu'un qui n'est pas prêt à recevoir une subvention. Peut-être que c'est dans les centaines de milliers ou des millions de dollars d'argent gratuit, puis vous avez une mise de fonds. 360, hands-off, on te tient par la main. Là, la startup peut respirer. Parce qu'elle se dit, mon incubateur, c'est plus juste mon incubateur. Encore une fois, ça peut choquer quelqu'un Canadien ou Québécois d'entendre ça, mais il n'y a pas de place à l'erreur. Qu'est-ce que l'Institut est en train de développer pour faciliter l'accès aux subventions? Tu l'as très très bien dit, mais c'est un problème qui est venu à la base historiquement de la demande des startups, de toutes les startups. Quand est-ce que ça vaut pas la peine pour un entrepreneur d'appliquer sur une subvention? Super, on est parti de bord. Éric, tu es le prochain invité sur le podcast. Puis aujourd'hui, puis aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tous les fondateurs de start-up ont en tête quand ils se lancent en affaires. C'est les subventions. Oui, entre autres, c'est le financement, la thématique de financement des startups et le rôle aussi que l'incubateur joue dans cette thématique-là. C'est, comme tu l'as dit, là, 99% ou sinon 100% de nos startups nous reviennent toujours en disant comment je fais pour me financer? Ouais. C'est rare qu'une entreprise dit « Je veux de l'accompagnement, je m'en fous du financement, je vais tout faire par moi-même. » Très rare. Ouais. Très On l'a rare. jamais entendu, en fait. Non, exact. En fait, ce qui nous amène aujourd'hui ici, c'est le rôle que nous, on joue en tant qu'incubateur dans le financement, entre autres celui par subvention et par prêt. Et qu'est-ce qu'on a mis en place, l'IG, pour travailler sur ça? Mais avant de parler de ça, on peut parler des différents types de financement. On peut parler de à quoi s'attendre en tant que startup, dans le financement. Et on va rentrer après dans les subventions et les prêts. Ouais. Donc, deux thématiques ou deux thèmes général, non dilutifs et dilutifs. Donc, par équité ou par portion de ta compagnie que tu rends à quelqu'un ou à un organisme, et ou par dette ou par programme d'appel de projet ou de subvention. C'est ça. On va démystifier tout ça. Puis juste avant que tu continues, je veux mentionner qu'on va faire de ça une série. Exact. Aujourd'hui, on va rester plus dans le high level, si je peux me permettre de dire, puis en général, les formes de financement, comme tu viens de dire, Éric. À mesure qu'on progresse, on va aller dans les spécifiques. Qu'est-ce qui existe dans les différentes juridictions au Québec, au Canada, dans un vertical X, Y, Z, que tu es en clean tech ou que tu es en AI. On va faire le tour de ça pour donner aux gens qui écoutent, aux fondateurs qui écoutent, une bonne compréhension de qu'est-ce qui existe puis comment bénéficier de ces subventions ou prêts ou financement d'équité. Donc, j'ai bien fait. Ouais, c'est un très bon début sur la thématique qu'on veut aborder aujourd'hui. Et ça va être une série où ce qu'on veut inviter d'autres gens aussi. On a des partenaires d'affaires là-dedans, l'IG entre autres, que ce soit locaux, régionaux, municipaux, provinciaux. On a des partenaires qui nous aident. J'espère, dans un futur proche, qu'on peut inviter aussi des partenaires du gouvernement à parler de certains programmes. Ah oui. Ça serait le fun. D'avoir leur perspective exact. de tout ça, parce que ça veut pas, c'est une partie importante de l'équation. C'est les bailleurs de fonds comme tels. C'est exact. Mais tu sais, avant même de rentrer dans tout ça, là, on dit tout le temps la même chose aux startups. Mais je pense pas qu'il y a assez de gens qui parlent de ça au Canada. Le fait que les subventions en particulier, c'est vraiment comme une... comment on dit crutch en français? Béquille. Ça peut être une béquille pour les entrepreneurs parce que, veux pas, tu cours après de l'argent gratuit. By the way, ça n'existe pas de l'argent gratuit. Impossible. Puis Éric va élaborer là-dessus. Mais c'est quoi, selon toi, Éric, c'est quoi le problème qu'on a au Canada vis-à-vis des subventions puis d'autres formes de financement? Très, très bon point. Je dirais, un des problèmes qu'on voit, c'est que cette forme de financement, en fait, ça crée une fausse réalité où ce que nos startups survivent à travers le temps, au lieu de mourir ou pivoter dans un temps
rapide. Et ça fait qu'ils restent accrochés à leur modèle d'affaires ou à leur industrie ou à leur façon de faire les choses, car un financement de façon non dilutive gouvernementale les a aidés à continuer à progresser dans les 6, 12, 18 mois prochains, mais ce n'est pas une réalité, ce n'est pas un client payant, ce n'est pas un appel du marché, ce n'est pas une demande réelle qui a été créée pour leur produit ou leur service qu'ils essaient de vendre. Et ça fait que, comparativement aux États-Unis, on avance à pas plus lent. Ça, c'est normalement par rapport aux startups qui demandent des subventions, c'est tout un système de gouvernement qui doit approuver, les bailleurs de fonds qui doivent remettre l'argent, des rapports qui doivent être émis. Mais on avance plus lentement et on meurt pas si rapidement. Dans le sens, c'est compromis comme méthodologie, comme façon de faire. Mais dans le bénéfice, ça peut aider aussi à atténuer les frais de développement, d'innovation, de recherche. Ça peut aussi d'opération, de commercialisation, de marketing. Ça peut aider à financer tous ces types de différentes lignées où une startup se retrouve avec zéro ou avec peu de revenus ou peu d'argent à mettre. Et c'est égalisé. Et ça, c'est une autre chose que je veux mentionner durant la conversation, c'est que ce n'est jamais 100% qui va être émis à la startup ou à la compagnie en subvention, c'est une partie. Cette partie, d'habitude, en général, ça va de 50% à 75% qui peuvent être subventionnés dans les meilleurs des cas. Durant le COVID, on a vu du 80% à 100%, mais encore une fois, c'était une période critique de notre société. Là, c'est pas une période normale. Ouais. Donc, si on revient à la période où on est aujourd'hui, on parle des subventions qui vont couvrir des projets de start-up de 50% à 75%. Ce qui veut dire qu'une compagnie, si elle n'a pas de fonds de roulement, si elle n'a pas d'argent derrière, ça ne fonctionne pas. Elle ne peut pas aller chercher un projet de subvention de toutes les manières. Donc, il faut aller atténuer ça avec un prêt ou avec un entrepreneur qui est prêt, c'est comme un autre style de prêt, à donner de l'argent de son job, de sa vie courante à la start-up sur laquelle il travaille. Ou la meilleure des cas, c'est l'entreprise qui génère des revenus, qui couvre... Oui, exact. Puis tu sais, si je reviens, je pense que le mot-clé dans tout ce que tu viens de dire, c'est... tu as mentionné l'adéquation, un réel besoin du marché, OK? À l'Institut, on essaie tout le temps de remettre ça de l'avant, que s'il n'y a pas un signal positif, puis ça n'a pas nécessairement besoin d'être des dollars, si tu es très, très tôt dans le processus, on va dire en phase de validation, mais s'il n'y a pas de signal même qu'il y a comme un marché là, avec un besoin concret, qui peut être comblé par une solution hypothétique que tu développes, tu devrais peut-être même pas considérer certaines subventions, à moins que tu fais de la recherche et développement comme intense au niveau recherche universitaire. Ouais. Peut-être que ça devient intéressant, mais tu sais, les distorsions du marché, c'est important de se souvenir de ça. Tu peux pas distorter le marché avec des subventions puis apporter ton entreprise dans une direction sans avoir un réel besoin. Ouais. Et je rajouterais à ça, ça m'a fait penser au fait que si tu appliques pour des subventions provinciales, locales au Québec, souvent, à 99% du temps, ils vont demander les retombées pour le Québec. Et si ton marché se retrouve à être ailleurs en tant que startup, les retombées, à part si c'est de créer des emplois ici, si tu commences à faire une compagnie qui, surtout les nouvelles startups, sont très, très multidisciplinaires, multirégionales, ne sont pas nécessairement basées dans une zone, ça arrive que le Québec va dire, je te mets de l'argent, mais ta compagnie, elle va être divisée entre les États-Unis, la Chine, l'Europe, mais qu'est-ce qui retombe pour moi ici, à part toi-même qui va rester ici avec cette compagnie-là? Et là, on peut parler de pays. Là, la propriété intellectuelle peut être un type de retombée pour le Québec si on s'approprie celle-ci. Mais dans un cas où ce que... puis ça, tu soulignes une réalité qui est plate, mais logique. Ouais. Plate dans le sens que quand tu bâtis une entreprise, on s'entend que tu bâtis une entreprise normalement pour le marché global. Exact. Tu vas appliquer surtout en tech. Tu bâtis un SaaS qui va servir des clients à travers le monde éventuellement. Donc, quand on applique pour une subvention, puis on voit qu'il y a des limitations géographiques, ça, c'est plate. Exact. Mais en même temps, c'est la source des fonds.
Ça vient des Exact. contribuables, donc tu comprends Exact. pourquoi. Mais ça crée une genre de contradiction un peu à la base qu'il faut être conscient de puis qu'il faut accepter. Ouais, exact. Si tu vas aller piger de l'argent, on va dire au Québec, il va y avoir des contraintes géographiques sur cet Exact. argent-là. Exact. Donc, puis ça, c'est tout le temps un challenge. L'Institut, pour ceux qui ne le savent pas, est basé à Gatineau. Gatineau est à côté d'Ottawa, qui est dans une autre province, l'Ontario. Puis souvent, on a ces challenges-là pour des Exact. entreprises ontariennes qui viennent à l'Institut pour profiter de nos services en général. Mais quand ça vient temps d'avoir des subventions, ça peut être compliqué. Exact. En fait, ça crée unique à notre région ou unique aux régions qui sont, je dirais, en bordure de deux provinces ou de deux pays. J'imagine que ceux qui sont en bordure des États-Unis, entre autres Niagara Falls, en Ontario, qui est, tu sais, qui est une région quand même assez touristique et assez principale, qui peut avoir des startups aussi qui seraient entre les États-Unis et le Canada. Mhm. Ça va être similaire dans leur façon de faire, mais tout ça pour dire que unique à ces régions-là, ça crée des doubles compagnies des fois, ça crée doublement de travail. C'est pas une mauvaise chose, mais quand je dis quand c'est pas une mauvaise chose, c'est quand on aide une compagnie à déménager d'une province à l'autre ou à s'installer d'une province à l'autre pour aider les efforts de cette compagnie. Mais il y a un doublement de travail. Est-ce qu'il devrait faire ça? Tu sais, comme la question est tout le temps, est-ce qu'une compagnie devrait baser sa stratégie d'affaires et légale sur les subventions? Ah, c'est ça c'est la question ultime, des golden handcuffs, là, genre qu'est-ce qui est rattaché à quoi? Genre, qui donne l'argent? Qui donne l'argent à la fin? Le fédéral veut le donner, peu importe ta ville, ta province, le fédéral donne l'argent. En pensant, il y a des beaux programmes qu'on peut discuter dans un temps futur, ou même plus tard dans cette présentation, mais le provincial, et c'est là où la bordure imaginaire, parce que nous, on la passe à tous les jours, là, entre Ottawa et Gatineau, mais entre peu importe les provinces, interprovinciales, inter-pays, qui est imaginaire, là, ce borderline qui existe, c'est là à se penser à se dire, est-ce que ça devrait être le cas d'avoir des bureaux chefs entre Canada et États-Unis, ou tu pourrais avoir un bureau chef pour toutes les activités des opérations? Est-ce que ça vaut le cas d'avoir un bureau chef au Québec et en Ontario, au Québec et à Vancouver, au Québec et à... Ouais. Puis on dit pas non, c'est juste que si ça va être le cas, il faut vraiment que ça soit stratégique à l'entreprise. Comme il y a des fonds disponibles pour un secteur où comme vous êtes dominant ou vous avez comme une propriété intellectuelle importante, puis peut-être que c'est dans les centaines de milliers ou des millions de dollars d'argent gratuite, puis vous avez une mise de fonds. Exact. Là, ça commence à faire du sens. Mais en dessous d'un certain seuil, tu sais, il faut savoir que tu engages énormément de coûts légaux, la traduction, si c'est une entreprise anglophone. Tu sais, il y a comme un gros hurdle à passer pour que ça fasse du sens. Ouais. Et non, je suis complètement d'accord avec toi. Je peux penser à une industrie en particulier, venant de Montréal originalement, moi-même, l'industrie du jeu vidéo et aujourd'hui du AI qui est forte à Montréal, mais du jeu vidéo en général qui est très forte, où ce que le gouvernement du Québec donnait des subventions aux compagnies pour venir s'installer à Montréal, au Québec, pour engager des employés, pour travailler dans cette industrie-là. Je peux penser qu'une compagnie qui est de BC ou d'Alberta ou autre veuille installer un bureau chef, que ce soit principal ou autre, au Québec pour cette raison-là, ça peut faire du sens. Ça peut faire du sens dans ces cas-là. Dans ces cas-là, le Québec peut donner des millions de dollars pour attirer la bonne sorte d'entreprise, pour créer... Tu sais, c'est du développement économique rendu là. On va créer 100 emplois. Là, bon, peut-être que tu vas dépenser 100 000 $ en frais légaux pour avoir 25 millions. Exact. Ouais. Exact. Pour revenir aux startups, dans le cas des startups, ça pourrait faire du sens si une branche de R&D est ouverte dans une province versus une autre, ou ce que la spécialité de cette R&D-là est géographiquement spécifique à la région où ce que tu ouvres cette branche-là, ça ferait du sens. Par exemple, si je serais une startup d'Ottawa et je toucherais la cybersécurité, je penserais à Gatineau pour ouvrir une branche. Et là, j'aurais à avoir cette mentalité d'avoir deux compagnies. Une compagnie en Ontario qui ferait, je sais pas, les opérations de tous les jours, et une compagnie au Québec qui ferait la R&D en cybersécurité, qui aurait accès à tous les avantages du Québec et aux spécialistes qui sont québécois, qui sont dans ce domaine-là. Surtout à Gatineau, dans cette pensée, j'ai Gatineau, là, mais par exemple, c'est ça la mentalité qu'il faut avoir. Oui, puis important de mentionner
que si une compagnie pense à faire ça, c'est important d'avoir de planifier des réelles retombées Exact. dans les deux secteurs, tu sais. Exact. Si tu vas ouvrir une compagnie au Québec, c'est à cause, on va faire des embauches, on va contribuer à l'économie, on va payer des taxes ici. Puis c'est ça qu'ils veulent. C'est des incitatifs pour ça. Exact. Donc... Puis le Québec aussi, il y a une culture aussi à adopter. Là. Ça, je le mentionne aux startups. Là, c'est à eux de voir, mais on voit souvent des anglophones qui viennent déménager à Gatineau, au Québec. Quand je dis l'aspect culturel, c'est que dans le sens des affaires, il faut apprendre le français. Il faut avoir à vouloir apprendre le français pour venir au Québec. Sinon, on prend avantage sans redonner à la culture qui nous a aidés. Donc, je veux juste mettre cette anecdote réelle. Il y a beaucoup d'Ontariens qui viennent déménager, là, surtout au niveau des bénéfices de Gatineau versus Ottawa. En général, ça, c'est à notre région, mais aussi au Québec, il y a l'aspect au niveau affaires du français versus l'anglais. Ouais. Ça peut être une friction. Ça peut être une friction, exact. Effectivement. Puis ça, c'est un élément qui est plus intensif ou moins intensif basé sur la politique. Right? Ouais. Mais ça va rajouter du poids aux demandes des subventions. Tu sais, on n'a pas parlé du travail. Là, on a parlé du pourcentage qui devrait être mis comme mise de fonds de la startup versus le bailleur de fonds. Tu sais, le bailleur de fonds, surtout au Québec, mais au Canada, est prêt à mettre jusqu'à 75% d'un projet qui est proposé en tant que mise de fonds en subvention pour la startup. Et la startup met jusqu'à 25% ou 50% d'un projet qui peut être proposé. Maintenant, il y a un travail derrière ça. À quoi ça égale, ce travail-là? Dépendant de la subvention, il y a un travail en heures d'écriture, il y a un travail en heures de communication, d'aller-retour, de s'assurer qu'on a établi la bonne vision et qu'on n'a pas écrit n'importe quoi. Qu'on s'aligne avec les critères des bailleurs de fonds pour le projet en particulier. Exact. Et pour une startup, là, le rôle d'incubateur devient plus clair aussi là, pour la startup. Par exemple, dans la recherche de marché, dans les prévisions financières, la startup qui a fait un travail peut-être de base, l'incubateur peut l'aider à réviser ce type de documentation qui est existant pour lui dire, regarde, tu es sur la bonne voie, ou regarde, ça fait aucun sens. Ce que tu dis, c'est trop optimiste. Genre, tu penses qu'en 1 an ou en 2 ans, tu vas faire 100 millions de dollars, quand que dans ton industrie, surtout au Québec ou surtout au Canada, je parle d'un SaaS, par exemple, ça a pris plus de temps à démarrer, ou ça a pris... à part si tu vises les clients américains ou les gros clients enterprise, et là, tu as une bonne prise parce que tu as un aspect très, très unique ou très niché. Peut-être que oui, là, en 1 an, en 18 mois, tu vas avoir touché le 10 millions, 20 millions de revenus. Peut-être. C'était très, très, très bon en vente. Mais encore là, les prévisions financières, c'est quelque chose où que le gouvernement, ceux qui travaillent au gouvernement, ceux qui travaillent chez Investissement Québec, je leur lève mon chapeau parce qu'ils sont très, très, très axés chiffres. C'est quasiment des VC, c'est quasiment des investisseurs de capital risque sans l'être dans le nom. Ils investissent de l'argent du gouvernement et là, ils sont très, très, très mitigeux sur les détails financiers d'une entreprise, sur le fait là, je vais dire les vraies choses. Did you guys bullshit? Est-ce que vous avez fait n'importe quoi dans vos prévisions financières juste pour dire on a fait quelque chose? Ou est-ce que vous êtes allé vraiment avec les détails de votre recherche de marché, les détails de votre prix de vente, vos coûts et combien vous pouvez ramener? Puis moi, je trouve que c'est excellent, ça. Ça l'assure que l'argent des contribuables est bien dépensé et, je devrais dire, investi dans des futures entreprises qui vont générer beaucoup de productivité économique. Là. Puis ça force aussi l'entrepreneur. C'est un challenge pour l'entrepreneur à vraiment travailler pour répondre à ces critères-là. Exact. Puis notre job en tant qu'incubateur-accélérateur, c'est d'aider l'entrepreneur à frapper les chiffres que les investisseurs ou les bailleurs de fonds vont regarder comme critères. T'sais. Nous, on est là pour les coacher un peu à atteindre ces chiffres-là. Donc, super bon. On a quand même couvert pas mal de sujets. La mise de fonds, les limitations géographiques, est-ce que ça vaut la peine d'appliquer sur des subventions? Mais dans ton expérience, si je focus un peu plus sur ce dernier point, quand est-ce que ça vaut pas la peine pour un entrepreneur d'appliquer sur une subvention?
On a dit au début 99% des entrepreneurs veulent des subventions. Ouais. Quel pourcentage, selon toi, devrait même pas appliquer, puis à quelle phase est-ce qu'ils devraient même pas y penser? Très bonne question. Selon ce qu'on a vu, même nous, dans notre incubateur, on a vu plus d'une centaine d'entreprises dans les 2 dernières années ou 3 dernières années, là, je dirais, moi-même sous ma direction. Je dirais, réellement, 20-25% des startups sont prêtes à mener un projet de subvention et ont la bonne attitude envers c'est quoi une subvention par rapport à leur startup et ont le bon curriculum pour répondre à cette subvention et répondre aux bailleurs de fonds une fois que les 6 mois sont écoulés ou 12 mois sont écoulés pour ramener un rapport, une réalité sur ce qu'ils ont fait avec l'argent qu'ils ont reçu. Donc, les 75% Ouais. autres, Ce sont... Bon, il y a qu'est-ce de qu'ils ont? tout type. Il y a de tout type. Il y a des gens qui courent après l'argent sans savoir vraiment pourquoi ils veulent cet argent-là. Tu leur dis, OK, c'est beau pour ta startup, mais c'est quoi ton projet que tu vends au gouvernement? Et là, c'est pas clair du tout. C'est là. ça, ils veulent juste Ils l'argent. veulent juste l'argent. Ouais. Ils disent, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. Donc, ils vont inventer un projet pour rentrer dans les cadres financiers. Bon, c'est pas le 75% complet. Il y en a d'autres qui sont pas prêts. Sont pas prêts parce que sont simplement les fondateurs, ce sont des bons fondateurs, mais ils ne sont pas prêts à créer un projet qui peut être financé par des bailleurs de fonds externes. Ils sont juste simplement pas prêts. Ils n'ont pas la bonne recherche de marché faite. Ils n'ont pas les bonnes prévisions financières. Ils n'ont pas, mais ils veulent à tout prix appliquer pour une date. Parce qu'on s'entend, un autre point des subventions ou des appels de projet, c'est qu'il y a des dates limites. Ouais. Si tu respectes pas cette date limite, si tu rentres pas dans la date limite, ben, tu n'as pas le projet. Si tu appliques, c'est comme un projet d'école. Mhm. Si tu appliques 6 mois après la date limite, ben, tu n'auras pas. Et si tu es seulement prêt 6 mois après, ce que moi, en tant qu'un programme, conseiller dans un incubateur, te donne comme directive, tu n'es pas prêt, tu ne devrais pas y aller de l'avant. Ouais. Si tu m'écoutes pas et tu vas quand même de l'avant, ben, tes chances Ouais. se diminuent dans Puis cette là, réalité. c'est ça. Une des pires choses à faire, c'est de. Puis on l'a fait nous-mêmes On l'a pour fait l'incubateur. nous-mêmes, exact. C'est de vraiment créer un projet avec des délais très serrés. Tu fais pas du bon travail. Non. Puis peut-être que c'est juste pas un bon timing. La plupart Exact. des. Je veux pas dire la plupart, je vais te laisser parler là-dessus, mais la plupart des subventions ils ont comme plusieurs dates d'application dans une année. Donc, tu peux attendre à la prochaine. Dans le cas de bons d'incubation, là, qui peut-être est en péril, là, on va voir, mais on pouvait appliquer à tous les, 4 à 6 mois. C'est ça. Il y avait 3 dates d'application par année dans les dernières années. Il y en avait 4 auparavant, mais c'est ça. Tous les 4 mois, on pouvait appliquer. Il y avait une date d'application. Des fois, à des dates mal à l'aise, je te dirais, c'est pas pour être méchant avec le MEIA qui a mis ça en place, mais le 12 janvier, quand c'est arrivé, que les gens y reviennent. Non, tu peux non, mais je vais être honnête, pour les startups, ça fait aucun sens. Le 12 janvier, moi, j'avais des startups qui ont travaillé comme pendant les vacances de Noël comme des acharnés. Surtout ceux qui ont d'autres jobs et qui avaient comme juste 1 ou 2 journées off, ou 3 journées off, là, en comptant le 25, 26 et le 1er et le 2, pour travailler sur leurs demandes. Comme ça convient à personne, genre. Ça convient à personne. Okay. Ça, c'est une note pour le MEIA. C'est des dates annoncées, surtout peut-être 1 mois à l'avance. C'est des dates nouvelles qui n'étaient pas sûrs d'annoncer eux-mêmes, mais c'est pas pour critiquer. Je comprends les réalités des bailleurs de fonds. On l'a vécu une dizaine de fois. Là. Je l'ai vu. Moi-même, j'ai travaillé sur des dossiers en revenant. J'étais rempli. Là, les 2 semaines de janvier avant la date de soumission, c'était que ça dans quoi je discutais avec mes startups qui voulaient appliquer. Et ça crée du travail parce qu'il y a du conseil à donner, il y a du support à donner, il y a des revues à faire. Sinon plus, si la startup le fait eux-mêmes, c'est ça que en tant que conseiller dans un incubateur, c'est ça que je vais donner. Sinon plus, s'il y a un rédacteur de subvention qui rentre en jeu, il y a beaucoup plus de rencontres entre la startup et le rédacteur donne un produit, l'IG doit supporter ce produit-là. Quand je dis ce produit, ça t'écrit. Pour s'assurer que c'est dans la bonne direction aussi, que le rédacteur a mis ça en place. Mm-hmm. Mais pour la startup, c'est moins de travail. Pour l'IG, c'est le même travail. C'est juste pour dire que c'est juste que ça existe, ces dates limites-là, pour revenir en fait à notre sujet. Oui, c'était le 75% qu'on disait. 75%, Tu dis, il y en a qui sont... Pas prêts. Ils ont comme un projet qui a du potentiel, mais ne sont pas prêts. Exact, ils sont pas prêts. Puis ceux-là, je dirais, cette tranche-là, dans le 75%, c'est
les sortes de startups qu'on doit travailler avec. Les incubateurs, c'est ça notre rôle. C'est de monter leurs compétences, de faire avancer leurs projets, de trouver plus de traction, puis choisir un moment plus stratégique pour soumettre une demande où les chances de succès vont augmenter. Exactement ça. Est-ce que tu peux parler à d'autres groupes dans ce 75% qui devraient juste pas appliquer pour des subventions? Mais non, c'est clair que j'ai pas mentionné les fondateurs qui recherchent seulement la subvention et pas qu'ils ne sont pas prêts, mais qui sont juste pas des bons fits. Mm-hmm. Et là, dans ça, je peux aller rejoindre aussi ce que je disais auparavant. Là. Dans notre cas, on a les Ontariens qui rejoignent notre incubateur pour aller chercher des subventions au Québec et qui se rajoutent au fait qu'ils ouvrent des compagnies ici, mais qu'ils n'ont pas... ils n'ont pas en esprit les retombées pour le Québec, la culture québécoise, où ils ont juste donne-moi de l'argent et le Québec, la province qui donne le plus d'argent, statistiquement. C'est un fait. Statistiquement, il y a beaucoup plus de programmes. Surtout nous, on est connectés aussi au programme de l'Ontario, entre autres le Ontario Centre of Innovation, qui joue le rôle un peu du MEIA mélangé avec IQ, mélangé avec d'autres types d'organismes, qui donnent des subventions, mais eux sont prédéterminés dans une ou deux ou trois industries maximum par année et ils touchent à rien d'autre. Donc, toi, tu fais un SaaS en automatisation de l'industrie du manufacturier, puis eux, cette année-là, ils touchent seulement au life science, puis au médical, ben, ils vont pas te regarder, ils vont te refuser directement dans ta demande, puis ils vont pas t'aider. Fait que là, cette compagnie Ontario se retrouve avec aucune aide disponible, là, en général, là, je parle. Et là, c'est là où elle s'intéresse à d'autres provinces, à d'autres géographies. Et là, c'est une possibilité qu'ils viennent voir le Québec. Mais est-ce que c'est dans la mentalité d'ouvrir un jour un vrai... je dirais pas un vrai... Ils ouvrent le bureau au Québec, mais d'ouvrir une vraie compagnie au Québec avec des gens, des Québécois ou du staff, des ressources humaines au Québec? Pas nécessairement. Et c'est là où je parle des mauvais fits. C'est pas des mauvais fondateurs, c'est des mauvais fits pour les subventions. J'ai pensé à un autre type. C'est dans le cas où il y a une subvention qui est très spécifique à un secteur. L'IA, le blockchain. Puis c'est pas une technologie qui est appliquée. Puis là, la startup, elle veut avoir l'argent. Donc, ils vont comme partir un projet de IA, même si, en général, je pense que toutes les startups devraient penser à comment appliquer l'IA, mais c'est pas le core de ce que tu fais. Exact, t'as raison complètement. Puis là, ils vont comme un peu dévier leur focus. Et ça va faire qu'ils vont attendre. Et ça, bon, il y a deux limitations que j'aimerais discuter par rapport aux subventions. La startup qui attend la subvention pour continuer ses activités, c'est une erreur globale. Moi, je le dis à 110% de toutes les startups. Si tu n'es pas capable de continuer d'opérer à tous les jours avec ton entreprise sans avoir la subvention qui va te financer derrière, tu n'es pas une bonne startup. En général, tu n'es pas un bon entrepreneur. Qu'est-ce que tu attends? Avec quelques astérix là-dessus. Oui, non, c'est clair. Il y a des domaines comme sciences de la vie. Oui, non, c'est clair. Le pharmaceutique, même le hardware en général. Bon, le hardware, je vais aller leur proposer d'aller chercher du financement privé parce qu'on s'entend qu'un prototype de quelque chose qui peut être innovant dans une industrie automobile, ça peut coûter des millions de dollars juste le prototype lui-même. C'est juste la nuance que je voulais apporter, mais en software où 70% de nos clients, nos startups sont... Je suis d'accord avec toi. Tes énergies, si tu n'as pas encore le product market fit, tes énergies devraient être de créer un produit qui répond à un besoin dans le marché. Complètement. Même si c'est du no-code, même s'il n'y a pas de code du tout, là, puis tu peux générer comme un petit revenu, ça, c'est le signal qu'on devrait aller chercher avant de mettre de l'effort à aller chercher des subventions. Exactement, complètement raison avec ça. Puis ça, c'est le signal négatif des entrepreneurs que nous voyons à l'IG qui vont rechercher les subventions. Mais je veux dire le revers des choses aussi, qui va être malheureux au niveau des startups parce qu'il y a des cas de compagnies où nous, on y croit vraiment. On a des belles compagnies, des belles industries qui peuvent se développer à partir des startups qui nous rejoignent dans l'incubateur. Ou ce que le gouvernement, malheureusement, ne voit pas le critère ou les critères nécessaires pour subventionner celle-ci. Et là,
on se retrouve avec des startups qui ont besoin de financement et qui vont aller chercher du financement dans le privé. Et si le privé se retrouve à être en dehors du Québec ou en dehors du Canada en général, la compagnie va déménager avec cet pays qui aurait pu être développé ici. Et malheureusement, c'est pas une, c'est plusieurs subventions, c'est plusieurs négations de développement. Et ça fait que, tu sais, j'en ai une en tête là, présentement qui est dans notre incubateur qui roule avec, et je veux pas mentionner de nom, mais travaille dans une industrie de course automobile. Et que si les choses continuent comme telles, le Québec ne voit pas nécessairement, même si à Montréal, il y a de la Formule 1 et dans d'autres régions, il peut y avoir des courses automobiles amateurs, je dirais. Ouais. Le Québec ne voit pas les retombées pour le Québec direct et ça va toucher beaucoup plus les États-Unis, les grandes villes où l'Europe. Pourtant, ça fait pas beaucoup de sens parce que les revenus que cette startup-là ferait, ils seraient ramenés Il serait au revenu Québec. au Québec, oui. Complètement. En tout cas, ça, c'est un autre sujet, mais... Les revenus, c'est une retombée. Il y a d'autres retombées. L'industrie... L'embauche. L'embauche, il y a l'API, il y a le fait que... Est-ce que cette industrie est existante au Québec? Dans quelle forme? Tu sais, si c'est une épicerie, oui, les gens achètent des épiceries au Québec, mais si c'est l'industrie automobile, c'est où le cœur de l'industrie de la course automobile? Ouais. C'est pas nécessairement C'est au pas ici. Québec, c'est pas ici. Mais je maintiens ce que je viens de dire. Pour Oui. moi, ça dérange pas. Tu peux générer une belle entreprise basée au Québec qui dessert des clients à travers le monde. Si ça fait 10 millions de dollars par année, puis ça ramène ça au Québec, je veux dire, tout le monde gagne au Québec. Ouais. Mais encore, pas nécessairement dans le scope de la conversation. Peut-être qu'on pourrait parler de qu'est-ce que l'Institut est en train de développer pour faciliter l'accès aux subventions. On est en train de développer un programme qui s'appelle Grant Assist Plus en anglais. Puis, aide à la rédaction des subventions en français. C'est ça. Donc, vas-y, parlons de ça, puis comment qu'on l'a développé vraiment avec toutes ces réalités-là en tête. Puis, sachant que c'est quelque chose qui est très difficile pour un fondateur d'allouer son temps à, puis on argumente qu'un fondateur ne devrait pas mettre son temps à la recherche de subventions. Exact. Le plus qu'un fondateur peut focuser sur la vente, développer le marché, développer un bon produit, ça, c'est bien dépensé. Subvention, non. Donc, on s'est dit, pourquoi pas développer un programme qui prend soin de cet aspect-là qu'un fondateur ne devrait pas être en train de faire. Exact. Ben, en fait, tu l'as très, très bien dit, mais c'est un programme qui est venu à la base, historiquement, de la demande des startups, de toutes les startups. Ouais. Toutes les startups nous demandent du financement en subvention, et dès qu'il y a un travail qui est demandé à la startup, c'est lorsque ça freine de leur côté. Je suis bloqué parce que je travaille sur les opérations, j'essaie de vendre, j'essaie de recruter, j'essaie de trouver du financement pour mes opérations, en général. Et là, d'où vient le fait que les subventions étaient mises en place. Et là, on leur propose une à plusieurs subventions. Et là, ils disent, c'est merveilleux, mais j'ai pas de personne où je peux pas le faire moi-même. Ouais. Et c'est là où l'incubateur, notre incubateur est venu avec un programme qu'on a appelé Aide à la subvention / Grant Assist en anglais, où on aide la startup à diagnostiquer si elle est prête à une ou plusieurs subventions et où regarder pour aller chercher ces subventions. Avec un focus sur l'innovation pour l'IG en général, là, c'est sûr que si un franchiseur de restaurant vient nous voir, on aura moins ce focus, même s'il y a peut-être de l'aide qui existe, ça va moins être dans nos réalités parce qu'on ne voit pas ça tous les jours. Mais dès que ça nous touche, nos startups, notre core, notre cœur des compagnies qu'on veut aider, supporter, donc l'innovation en général, nous, en fait, ce programme-là, en fait, contient plusieurs étapes, entre autres le diagnostic, les recommandations, le support à la rédaction, les révisions, la communication avec les bailleurs de fonds ou les bailleurs de fonds sur lesquels on va adresser le projet et la remise de projet. Donc, dans cette réalité... Là, début à la fin. 360, hands-off, on te tient par la main. Là, la startup peut respirer. Parce qu'elle se dit, mon incubateur, c'est plus juste mon incubateur. C'est mon support à aller chercher des programmes qui sont ciblés pour moi et mon industrie et pour ma problématique que j'essaie de soulever.
Et là, on devient beaucoup plus, on est vraiment rejoignable avec cette startup-là ou ces startups-là qui vont contribuer à ce programme-là, qui vont s'inscrire à ce programme-là. Mhm. Et on invite, entre autres, les autres incubateurs à penser de la même façon. On se dit d'une façon ou d'une autre, si vous ne le faites pas à l'interne, envoyez-vous les startups qui ont ces besoins en subvention à venir se faire diagnostiquer, à venir proposer leur innovation pour que nous, on puisse les aider et aider votre incubateur aussi parce que dans cette réalité-là, puis nous, on est franc et honnête, l'incubateur aussi profite du fait que la startup réussit à débloquer des fonds pour sa propre startup. Absolument. Ça l'aide à compléter le mandat de l'incubateur, entre autres. Exact. Puis, OK. Ben, tu l'as super bien expliqué. Qui peut ou devrait appliquer idéalement pour aide à subvention et Grant Assist? Ouais, une startup qui est en prototypage. Donc, si tu es en validation, là, je parle dans nos langages de programme, mais si ça va toucher d'autres startups qui se reconnaissent là-dedans, si tu testes encore si ton idée est valide au niveau de la demande créée, tu n'es pas prêt. Si tu n'as pas fait de recherche de marché, tu ne sais pas vraiment où cibler, tu n'es pas prêt. Si tu es rendu à l'étape de prototypage, petit p, MVP, où ce que tu vas vendre, où tu vas aller proposer quelque chose, où tu vas bâtir quelque chose qui requiert de la R&D. Très, très important, le mot R&D. Moi, je mets le mot innovation synonyme à R&D, mais peut-être que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, R&D, recherche et développement. Si vous avez de la recherche et développement qui doit être payée, que ce soit à l'interne ou à l'externe, par des partenaires, là, c'est où ce que le monde des subventions, des partenariats de subventions va rentrer en jeu. Et c'est là où vous êtes prêt à aller appliquer pour ce programme qu'on a développé d'aide à la subvention. Donc, ça, c'est souvent le challenge. C'est que la plupart des gens qui viennent cogner sont trop tôt. Ils n'ont pas terminé la validation de leur concept. Puis, tiens, je vais essayer d'expliquer, ou tu peux embarquer quand tu veux, là, mais la validation, c'est quoi? C'est vraiment d'avoir fait le tour du canevas d'affaires, puis tu as identifié une problématique dans un marché, tu as vu que c'est réel, c'est quelque chose qui cause beaucoup de problèmes à ce marché-là, puis ensuite tu proposes une solution, puis les personnes avec qui tu parles, ils disent « Sais-tu quoi? Je paierais pour ça. » Ouais. Je paierais pour ça, puis tiens, prends mon adresse courriel, prends mon numéro, prends un dépôt, peu importe. Ça, c'est comme une vraie validation. Puis faut pas que ça soit ta mère, faut pas que ça soit tes amis, faut pas que ça soit tes voisins, des gens qui te connaissent puis qui veulent juste te donner de l'encouragement. Il faut vraiment que ça soit des étrangers. Puis tu essaies juste de résoudre leurs problèmes, puis ils démontrent un réel intérêt avec leur argent potentiellement. Là, tu commences à avoir une validation. Puis de l'autre côté, ta solution, est-ce que tu as comme une preuve de concept? Parce que c'est une chose de prouver qu'il y a comme un besoin qui doit être comblé, mais est-ce que tu es la bonne personne pour combler ce besoin-là? C'est un très bon point aussi. Oui, puis il y a les deux côtés de la médaille. Donc, tu sais, on encourage les entrepreneurs à penser énormément à cette phase-là, puis à dépenser l'énergie, comme mettre leurs efforts à faire ce travail-là. Dans notre cas, on dit que cette phase prend 3 mois. Mais en réalité, c'est juste c'est comme une dizaine de critères à cocher qu'on a bien élaboré dans notre programme de validation, notre chemin critique. En théorie, tu peux le faire en 2 semaines. En théorie. Si tu es la bonne personne, tu as les bonnes data pour prouver que tu as validé ton projet, tu es rapide, tu comprends les concepts. C'est ça. Si tu travailles 80 heures semaine, dans 2 semaines, puis tu fais les bonnes choses, tu sais, je dis pas de faire ça, mais c'est possible. Ouais, mais c'est juste pour dire qu'il y a une validation à faire. Oui, techniquement, Mike, dans un meilleur des cas où ce que tu viens du monde de l'entrepreneuriat et de la start-up et tu comprends les concepts qu'on essaie de pousser, oui, en 2 semaines, c'est faisable. Ouais. Dans la réalité des choses, et surtout à Gatineau, il y a de l'éducation à faire. Et l'éducation vient avec le temps d'apprendre c'est quoi un BMC, c'est quoi, qu'est-ce que je dois faire. Ouais. Et là, tu travailles avec un conseiller. Là, tu travailles avec des vidéos, des capsules, tu travailles avec un template, un modèle qu'on te donne. Et là, ça va prendre au minimum les 3 mois. Moi, j'espère que tu es capable de le faire dans les 3 mois. Mais si ça prend plus que 3 mois, ça se peut que tu te retrouves à pivoter ou que tu n'arrives pas à parler aux bonnes personnes ou que tu n'arrives pas à valider si ton problème est réel pour d'autres que toi-même, que tu as pensé que ce problème était un problème que tu as mis en place.
Juste une bémol sur la bonne personne. Je trouve que c'est une réalité en pensant, pas reliée aux subventions, mais que les entrepreneurs se posent pas assez des fois, puis moi je l'ai déjà eu en vrai de vrai, là. Est-ce que tu es la bonne personne pour travailler sur cette solution à ce 100%. problème? La réponse est probablement non. Non. Comme 9 sur 10, là, on va se le dire. En fait, la personne que tu as fait référence tout à l'heure dans C'est le la bonne domaine, personne. Ça, dans c'est le la domaine bonne... du racing, là, Ça, c'est la bonne personne. D'ailleurs, Marc-André, il est apparu sur notre podcast. On peut parler de son projet. Puis, tu sais, il a été 10 ans ou plus comme ingénieur de performance dans la course automobile. Ouais. C'est ça. C'est la bonne personne pour ce projet. Ça, c'est un excellent exemple. Mais il y a d'autres exemples où ce que tu... Par exemple, je vais vous donner un... Si moi, j'avais dans l'intention de faire une voiture qui vole, ça peut être une excellente idée. Et là, par exemple, je vais déterminer qu'il y a un besoin. Par exemple, j'envoie des questionnaires à tout le monde dans ma période de validation pour dire est-ce qu'une voiture qui vole, ça vous intéresse? Je reçois un taux de 90% de réponse. Oui, je reçois les courriels des personnes. Est-ce que Eric, en tant que... Non, moi je vote Elon Musk avant. C'est ça, exact. Non, mais en tant que non-ingénieur mécanique, en tant que personne qui ne sait pas rien du tout dans l'industrie automobile, c'est la bonne personne pour faire ce genre de projet? Non. Tout ce qu'on est en train de dire en ce moment peut être... On peut le résumer à founder market fit. Exact. Est-ce que le fondateur connaît bien le marché, vient du marché, a de l'expérience dans le marché depuis 10 ans, comme 5 ans minimum, 10 ans idéal, 20 ans idéal. Exact. Puis ensuite, est-ce que cette personne-là, il y a d'autres critères aussi. Exact. Right? Est-ce qu'ils peuvent s'entourer des bonnes personnes? C'est pas une personne qui bâtit une startup à succès. Exact. Est-ce qu'il y a d'autres équipes qui sont aussi qualifiées, qui ont 10 fois plus de capitaux à leur disposition? Ça peut arriver aussi. Ouais. Donc, tu vois, lancer une startup, c'est vraiment prendre un énorme risque. Les chances sont contre toi. Si on va être très franc, tu veux mettre toutes les chances de ton côté. Puis, une des meilleures choses à faire pour mettre les chances de ton côté, c'est de bien valider. Puis, si on arrive à la fin du 3 mois ou du 2 semaines, peu importe combien de temps que ça prend, puis tu vois que le potentiel n'est pas nécessairement là sur un des critères, c'est correct. Arrête le projet, recommence. Exact. Avec une nouvelle idée, avec un nouvel angle, avec une nouvelle équipe, travaille sur un nouveau problème, puis essaie de t'aligner le plus possible sur ce dont tu as les meilleures chances de succès. Ça, c'est le meilleur conseil que tu peux donner à quelqu'un qui n'est pas prêt à recevoir une subvention. C'est le meilleur conseil. Parce que si tu vois qu'il y a quelque chose qui cloche, qui prend moins, retourne en arrière. Ne va pas de l'avant et procède avec une demande de subvention qui va peut-être, malheureusement, c'est peut-être éligible. Et dans cette éligibilité, ça te donne une fausse réalité d'une direction positive. Ouais. J'ai une startup qui a reçu un beau financement fédéral là, de plusieurs centaines de milliers de dollars qui ne prouve rien, malheureusement. Je lui dis « OK, bravo, félicitations. » C'est pas un client. C'est pas un vrai client. Ça va étendre ton runway probablement dans la mauvaise direction. Exactement. Puis ça, c'est très malheureux. Hein? En tout cas. Tu as réussi à vendre un projet au gouvernement, que ce soit fédéral ou provincial. Malheureusement, c'est pas une réalité qu'on aimerait te conseiller de poursuivre. Genre, tout ce que je peux te dire, c'est bravo, félicitations, tu as été capable de le faire toi tout seul. Mais... Ça évoque le terme suivant, Zombie Company. Ouais, Zombie Company. Ou dans le monde SaaS, puis une autre terminologie que j'ai entendue dans le passé, Shelfware. Ouais, Shelfware. Shelfware, c'est un SaaS qui est vendu, qui reste dans une étagère sans être utilisé. Là. Un software as a service, une plateforme. Mais au moins, Shelfware, ça implique que ça... T'as vendu quelque chose. T'as vendu quelque chose, puis c'est oublié. Ouais. C'est peut-être une bonne tactique pour étendre ton lifetime value, mais pas idéal. Pas idéal. Pas idéal. Mais les Zombie Company... c'est ce qu'on reproche les Canadiens, les fondateurs canadiens. Ouais. On crée des zombie companies. L'appareil de subvention au Canada crée un environnement qui supporte des zombies. Ouais. Okay? Ouais. Puis, Eric, toi, tu viens de faire un voyage avec certaines de nos startups puis avec Invest Ottawa à Boston. Exact. Puis tu me dis la même chose que j'ai vécu quand j'ai été à Silicon Valley il y a presque 10 ans. Wow! Les Américains, là,
ça bouge. Mais il n'y a pas de... Encore une fois, ça peut choquer quelques Canadiens ou Québécois d'entendre ça, mais il n'y a pas de place à l'erreur. Et quand je dis il n'y a pas de place à l'erreur, il n'y a pas de projet de subvention du gouvernement Non. pour aider l'innovation. C'est le marché C'est le libre. privé, c'est le marché libre. Ouais. C'est... Puis ça crée des mondes, comme Ouais. ça crée des beasts. Tu sais, je peux pas trouver un meilleur mot, des bêtes en affaires qui Exact. créent beaucoup de valeur. On s'entend que la plupart de la valeur créée en affaires vient du US au monde. Et on aimerait supporter le changement vers le Canada, vers le Québec, mais dans la réalité des choses, c'est encore cette mentalité-là. Durant le COVID, le gouvernement canadien a donné énormément d'argent à tout le monde. Ouais. Puis tu sais, rapportons tout ça aux subventions, aux demandes de financement avec notre programme. Ouais. Qu'est-ce qu'on est en train de dire en ce moment? Les subventions puis différents types de financement, c'est pas pour tout le monde. La plupart des startups sont probablement pas prêts Non. au départ, comme dead on arrival. Les fondateurs devraient se concentrer davantage sur bâtir une business pérenne avec qui répond à un besoin important dans le marché et sont capables de le résoudre. Puis juste si on peut parler à ces fondateurs-là, puis il y a une subvention ou autre qu'ils vont bien cadrer dedans, l'Institut est là pour les aider à obtenir ces subventions-là. Parce que là, la subvention devient un levier. Exactement. En plus de qu'est-ce que la business fait de bien, ça, c'est un monde idéal. OK? Puis on veut parler à ces types d'entreprises-là, ces startups-là qui sont sur la bonne voie. Puis pour tous ceux qui tombent dans l'autre catégorie, on est là pour vous aider. Si vous êtes sérieux, là, vous voulez prendre des démarches sérieuses pour valider si c'est une belle opportunité à poursuivre ou pas, l'incubateur, les programmes d'incubation sont là pour aider. Exactement. Exactement. C'est une belle fin, en fait, à la discussion d'aujourd'hui, mais... Je vais juste faire un petit recap. Ouais, non, c'est parfait. Ben, je concorde avec ça. Puis regardez, si vous vous sentez visé dans ce message et dans cette conversation, regardez, pour ceux qui écoutent, il y aura un lien pour vous aider à appliquer ou à en connaître plus davantage sur le programme d'aide à la subvention. Et c'est une série de plusieurs podcasts qu'on va mettre en place avec des noms de subventions, comme on mentionnait, avec des détails critiques pour atteindre à recevoir ces subventions et avec plus de détails sur le programme qu'on a mis en place aussi au fur et à mesure qu'on avance. Mais encore une fois, n'hésitez pas à nous poser plus de questions si vous en avez et ça nous fera un grand plaisir de vous aider, vous supporter dans votre demande de subvention si c'est le cas et que vous êtes prêt à aller chercher une subvention. Super. Merci Eric. Good job. Merci Mike. On s'en parle.